Amis des appareils de mesure, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente la dernière création des laboratoires Sirob, à savoir CP0144, qui répond aussi au nom de DD502. Hein. Sur les tiroirs Tektronix, j'essaye aussi toujours de continuer un petit peu la numérotation, la nomenclature qu'avait donnée Tektronix. Et voilà pourquoi il s'appelle aussi DD102. Enfin voilà. Chez Sirob, il s'appelle CP144. Le but de cet appareil est de pouvoir, soit en mode graduateur, hein, un système qui marche par découpage de phase, pouvoir piloter une charge, une ampoule ou n'importe quoi, justement pour voir comment elle se comporte avec ce genre de commande, hein, en choisissant l'angle, soit de façon manuelle, analogique avec ce potentiomètre, soit de façon numérique avec ses recodeuses, mais surtout de pouvoir, comme je l'ai dit, mettre en route une charge à n'importe quel moment de l'alternance positive ou négative du secteur, et ceci de façon précise et répétitive, ce qui va permettre de faire des tas de mesures. Donc voilà, comme moi je suis très équipé en ces antiques tiroirs Tektronix, j'ai fait cet appareil dans ce tiroir. Maintenant, comme je vais vous montrer, rien ne vous empêche de le faire dans n'importe quel boîtier. Alors en gros, comment il fonctionne? C'est très simple. Nous avons ici deux boutons, un on et off. Donc on, ça permet de mettre la charge en fonction, off de l'arrêter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on peut choisir si justement on veut régler le délai de 1 à 180 degrés, voilà, avec ses roues codeuses, donc avec une résolution d'1 degré, ou si on se met en mode comme ça, de pouvoir le varier, je veux dire, de façon purement manuelle, comme ça, continue. Bon, c'est surtout en mode graduateur que cette commande-là est intéressante. Pour le démarrage, celle-ci est sans doute la plus simple. Là, on a le mode de fonctionnement. Donc justement, est-ce que c'est le mode graduateur? On commande son alternance positive ou négative. Et voilà. Et on a ici un voyant qui, en gros, est branché sur la sortie de commande du triac. Donc en variateur, il s'allume plus ou moins, et sinon, voilà, ça permet de voir si la sortie est commutée ou pas. Donc je rappelle, je vous renvoie sur ma vidéo sur CP145, qui en fait est une partie de cet appareil qui contient justement la partie secteur, et sur lequel j'ai répété les boutons de mise en route. Mais comme je vous l'avais expliqué, j'ai choisi de faire ça en deux parties, de façon à pouvoir utiliser cette partie-là avec d'autres appareils ou toute seule. Et donc c'est ce câble-là qui permet de relier les deux ensemble. Et pour finir, on a ici deux sorties 50 ohms de synchro. Une qui est la synchro secteur avec 3 modes possibles. Soit j'ai une impulsion sur les alternances positives, soit négative, on a 3 positions, soit ici une petite impulsion très courte au moment du passage à 0. Donc ça peut servir éventuellement même pour d'autres montages quand on a besoin d'avoir ces infos. Et ici, c'est pareil, en fait ça c'est pareil, c'est l'image de la commande du triac, et ça peut servir éventuellement justement ne serait-ce qu'à déclencher un oscilloscope ou voir de la synchro. Enfin, voilà. On peut faire énormément de manipulations avec cet appareil, et pour finir on a ici un voyant de mise en route. Donc voilà pour CP144. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter sa conception, son schéma, dans le détail, vous montrer un petit peu comment je l'ai fabriqué. Bien, alors maintenant nous allons faire une démonstration. Donc pour info, j'ai branché dans un rack Tektronix CP0144. Je l'ai relié à CP0145, lui-même avec une charge qu'on peut voir ici, constituée par une ampoule de 100 watts à peu près. Et j'ai monté avec une sonde différentielle la sortie. Donc là, pour l'instant, déjà pour bien voir, je vais le faire marcher en graduateur. Donc là, si je mets en route, j'appuie sur On, voilà. Donc déjà, on peut voir que en mode graduateur, en fonction de l'angle que je donne, voilà, on voit bien que la lumière varie d'intensité. Et sur l'oscilloscope, on voit très bien ici donc le découpage de phase, voilà, ici qui, je veux dire, peut varier. C'est-à-dire qu'à fond, je veux dire, le système commute dès le 0 et donc de chaque alternance, donc positive ou négative, et on a la totalité de l'onde secteur qui va dans l'ampoule. Et si on commence à mettre du retard, par exemple là, voilà, je suis à la moitié, c'est-à-dire que c'est ici, avec un retard donc là de 5 millisecondes, vu que la période c'est 10 millisecondes pour la positive et 10 millisecondes pour la négative, là que le système commute. Donc on peut voir qu'en faisant ça, j'ai 2 fois moins d'énergie dans l'ampoule, donc elle baisse.
Et si je continue ici à augmenter le retard, en fait, c'est-à-dire je commute de plus en plus tard, à la fin, voilà, il n'y a plus rien. Donc là, je suis bien dans le mode analogique, mais si je passe en mode digital, voilà, là, on voit que je peux tout à fait régler, voilà, là, par exemple, par pas de 10 degrés, l'instant de la commutation. Donc voilà, ça c'est le mode graduateur. Donc maintenant, pour justement utiliser le mode de démarrage, parce que c'est justement ça qui m'intéresse, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le système de mémorisation d'oscilloscope. Là, par exemple, je me suis mis en mode digital avec, en gros, un angle de 90 degrés. Et là, quand je démarre, toc, voilà, on voit que ça correspond bien à ce que je voulais faire. Là, j'ai choisi donc de démarrer à peu près à 90 degrés de l'onde. Donc, c'est le cas où je démarre, je veux dire, au maximum de l'amplitude. Hein, et on verra plus tard, hein, je ferai d'autres vidéos pour montrer les mesures, que selon le type de charge, c'est pas forcément le maximum de courant. Si je veux démarrer au zéro, c'est-à-dire au zéro secteur, voilà, je recommence. Donc là, j'éteins, je me mets encore en mode séquentiel, je redémarre, voilà. Et là, on voit très bien que je démarre sur le 0 et sur une alternance positive. Si je veux tester en négatif, alors bien sûr, là, il va falloir que je change le niveau de mon trigger. J'inverse ici la phase. Et voilà. Si maintenant, je remets en mode séquentiel et je redémarre, toc, on voit que là, j'arrive bien à démarrer sur une alternance positive. Et encore une fois, je peux régler donc l'angle exactement comme je veux. Par exemple, voilà, je vais démarrer à 30 degrés. Et voilà, c'est très facile ici de recommencer. Et voilà, là, par exemple, on voit que je démarre bien à 30 degrés. Donc voilà, ça permet de voir que CP144 fait très exactement ce que je lui demande de faire, hein, à savoir, soit marcher en mode variateur, comme ça, hein, ce qui va permettre éventuellement de voir, par exemple, est-ce que certaines ampoules supportent ce mode-là, ou des choses comme ça, mais aussi de pouvoir, de façon très précise et répétitive, lui permettre de commander des charges à différents moments de l'onde secteur, comme positif ou négatif, et avec un retard tout à fait réglable de façon au degré près, hein, comme on peut le voir, entre 0 et 180 degrés. Avant toute chose, bien sûr, quand j'ai commencé ce projet, je me suis posé la question de dire, est-ce que j'utilise un microcontrôleur ou je le fais, je veux dire, avec de la logique câblée traditionnelle, entre guillemets. Alors je me suis dit, bon, la logique traditionnelle, ça peut être intéressant pour les gens d'un point de vue didactique. Je me suis dit, j'ai des centaines de circuits dans mes tiroirs que je pourrais utiliser, mais bon, je vais être très honnête, la vraie raison qui fait que j'ai choisi de le faire sans microcontrôleur, on va dire c'est simplement le plaisir, le kiff entre guillemets. Je rappelle que l'électronique pour moi est un loisir, hein, et un loisir ça veut dire le plaisir. Or, même si, en toute objectivité, ça aurait fait sans doute moins de composants et permis d'avoir des choses beaucoup plus, peut-être plus puissantes, d'utiliser ici un Arduino ou n'importe quel microcontrôleur, ça m'aurait obligé encore à écrire du code, et je dois dire que depuis 30 ans, voire 40 ans que j'en fais du code, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas que j'aime pas ça, mais honnêtement, surtout que l'informatique reste quand même mon boulot, je préfère le faire en logique câblée. Je dois dire que, voilà, mon vrai plaisir, moi, c'est la conception, que ce soit la conception de programmes ou de circuits. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à concevoir des circuits, je veux dire full hardware, et donc je me suis dit, ben voilà, ce circuit, je le sens comme ça, de le faire sans microcontrôleur. Ça n'empêche pas que ça aurait été un très bon choix. D'ailleurs, si je devais faire cet appareil dans une optique d'être un commercial, c'est-à-dire en fait pour être fabriqué et vendu, il est certain que j'utiliserais un microcontrôleur et je ne ferais pas ça avec tous ces circuits-là. Ça permettrait d'avoir de la souplesse, d'avoir des coûts bien plus bas. Il n'y a pas photo. Encore une fois, je ne suis pas du tout contre les circuits microcontrôleurs. Là, c'est simplement que voilà, je choisis de le faire, je veux dire, sans programme, vraiment pour le plaisir. D'ailleurs, si c'est un appareil, enfin, dans sa fonction vous intéresse, ça peut être un excellent exercice de justement s'en inspirer, mais pour faire une version, je veux dire, programmable. Alors comme d'habitude, hein, je mettrai sur mon site sirop.org la description totale de cet appareil, les schémas, les plans au format SPL8, les photos, enfin, et ainsi de suite. Donc le lien est bien sûr en commentaire de la vidéo, donc voilà, bon, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Là on va regarder le schéma, enfin les schémas, à la mesure où cet appareil, j'ai fait 3 schémas
un de la partie principale logique, hein, c'est celui que vous avez sous les yeux là, un sur le retard numérique hein, avec les roues codeuses et une de l'alimentation. Alors bien sûr, comme on voit que le principe de cet appareil est de se synchroniser par rapport au secteur, il faut bien sûr détecter le zéro secteur et les alternances. Donc pour ce faire, sur l'électromètre Tektronix, on a un enroulement secondaire d'un transfo de 25 volts, et c'est là-dessus que je suis parti. Pour info, j'ai mis en option, si vous faites cet appareil, il y a peu de chances que vous utilisiez comme moi un tiroir Tektronix, et dans ce cas-là, on peut utiliser un transfo 9 volts qui servira et à la détection du zéro justement, et on verra dans la partie alim, éventuellement à l'alimentation. Alors, dans la partie qui m'intéresse moi, les deux diodes ici me servent à rien. Par contre, ces deux-là sont importantes. On voit quoi que, grâce à ce système-là, quand on a une alternance positive ici par rapport à celle-là, on voit que la tension peut passer dans cette diode-là et ici, alors que le moins passe bien ici dans la masse. Et quand c'est inversé, c'est le contraire. C'est-à-dire que ici, on va avoir deux alternances en opposition de phase, hein, à chaque fois qu'il y en a une positive ou négative, mais vu de la masse, elles sont toujours aussi positives des deux côtés. Et elles sont très fortement écrétées par ces diodes-là. Je veux dire, de la façon dont c'est fait, dès que la tension ici va dépasser le seuil de la diode, 0,7 volts, la tension ici va être écrétée. Alors pourquoi j'ai mis ces diodes-là ici? C'est parce que le LM393 n'aurait pas supporté, alimenté en 5 volts, d'avoir ici des tensions trop fortes. Donc voilà, c'est écrété comme ça, sachant que c'est ces résistances ici qui limitent le courant dans les diodes. Pour ça que si on l'alimente en 9 volts, ces résistances-là, on peut baisser un peu leur valeur. Donc ici, il y a ces résistances-là aussi pour avoir un petit peu de charge. Je rappelle que le LM393, c'est un double comparateur à collecteur ouvert, qui justement a l'avantage de pouvoir fonctionner carrément au potentiel de masse. C'est-à-dire que là, on va avoir, je vais vous montrer ça sur l'oscillogramme, ici des alternances positives et opposition de phase pour les deux alternances du secteur. Mais à cause ici du seuil, il y a bien un moment en fait où qu'on est très près du zéro, où il n'y a pas d'alternance d'un côté ni de l'autre, parce que justement il n'y a pas assez de tension en fait. Ça veut dire que la tension elle est inférieure à 0,7 volts des deux côtés. Et c'est ça qu'on va utiliser pour détecter le zéro. C'est-à-dire que grâce à cette porte E ici, en fait quand ici c'est à 1 et ici à 1, c'est-à-dire en gros qu'il n'y a rien de détecté, on a cette impulsion de zéro. Les filtres ici, pour info, c'est aussi pour éventuellement limiter des parasites. Je vous ai mis ici une copie de l'oscillogramme qui justement permet de comprendre. C'est-à-dire que là, on voit bien le nom de secteur. On voit ici à la sortie des comparateurs les deux signaux en opposition de phase. Ou alors, on voit que là c'est négatif, on a ici ce signal-là, positif, on a celui-là. Et là, on voit le et entre les deux, c'est-à-dire dans la mesure où il y a un tout petit temps qui est très petit, où les deux ici sont à 1, on a ici à la sortie de la porte E ces impulsions très courtes qui correspondent donc au zéro secteur. Alors ensuite, une fois qu'on a ces signaux-là, on voit déjà c'est ceux que je redonne ici sur la synchro. Je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait sur ces sorties de synchro à 50 ohms. Donc là, c'est là qu'on voit que grâce à ce commutateur, où j'utilise un interrupteur à 3 positions, mais vous savez, un interrupteur spécial qu'on appelle les on-on-on, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui permettent en fait de les monter comme un commutateur comme ça. Et c'est comme ça que là, sur cette sortie BNC, je peux choisir donc une alternance, l'autre, ou les pulses de 0. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Alors ensuite, pour l'instant, on va regarder comment ça fonctionne avec le système analogique. Ici, on a un double monostable, un circuit très connu, le 4538, qui va permettre de justement faire le retard analogique et la mise en forme de l'impulsion. Donc ce monostable, on voit qu'il est déclenché par l'impulsion du 0 et va en sortie, c'est-à-dire ici sur sa sortie QA, va donner une impulsion dont la durée est proportionnelle à la valeur ici du potentiomètre. Et c'est ça qui permet donc de le faire varier. Bon, je vais pas m'étendre trop sur le fonctionnement des monostables. J'ai prévu un jour de faire une vidéo dessus. Enfin voilà, en gros, c'est des bascules un peu spéciales qu'on peut déclencher et qui, comme toute une bascule, va changer d'état, mais revient dans son état précédent au bout d'un temps que l'on peut généralement régler justement par des valeurs de composants résistance ou condensateur. Donc là, j'ai calculé ces valeurs-là de telle façon à ce que on puisse régler, sachant que le petit ajustable ici permet d'être au mieux sur toute la gamme. Et donc ici, je me retrouve bien avec une impulsion dont la durée varie, on va dire, de 0 à 10 millisecondes,
qui est la durée d'une demi-période secteur. Et donc, je profite de cette impulsion-là sur son front qu'on appelle descendant pour redonner un autre monostable qui lui donne une durée fixe et il redonne une petite impulsion très courte et qui va donc bien être décalée par rapport au zéro du temps ici du monostable. Donc ça, c'est ce commutateur analogique digital qui permet donc de choisir justement si j'utilise le délai numérique, qu'on verra tout à l'heure, ou analogique. Donc là, quand c'est ici analogique, donc là, voilà, je me retrouve bien ici avec mon impulsion qui, par rapport au zéro, donc varie de 0 à 10 millisecondes. Et là, je vais pouvoir faire le fameux choix du mode. Quand je suis en mode graduateur, on va déjà regarder ce mode-là, on voit que cette impulsion sert à déclencher cette bascule D. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les bascules. Et donc, je rappelle qu'une bascule D va recopier sur sa sortie ici Q l'état de son entrée D au moment de l'impulsion. Alors, c'est là que c'est intéressant, justement, c'est ce qui va permettre ou pas de gérer la mise en route. Alors, comment ça marche? On a ici une deuxième bascule. Je rappelle que le CD 4013 contient deux bascules D qui, justement, gèrent tout simplement la mise en route. En fait, ça, il est monté là, ici comme une bascule qu'on appelle une bascule RS. C'est-à-dire que quand j'appuie ici sur ON, on voit comme l'entrée D au plus 5 volts, la sortie ici passe à 1. Et quand j'appuie sur OFF, on voit que je sollicite l'entrée reset qui la remet ici à 0. En gros, c'est vraiment... Enfin, on pourrait faire ça, j'aurais pu faire ça aussi avec le S et le R, mais je l'ai fait ici comme ça. Sachant qu'ici, ce condensateur sert à la mise sous tension, à assurer que on est bien en mode off au démarrage. Et cette configuration permet de mettre des poussoirs en parallèle, ce qui permet justement d'avoir un poussoir sur CP144 et 145. Donc en gros, selon que je sois en route ou pas, ici j'ai un niveau 0 ou 1. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand on vient ici à cet endroit-là, on voit que quand j'ai mon impulsion, si ici c'est off, j'aurai toujours un 0 ici, mais ici quand j'ai un 1 sur l'entrée D, là j'aurai bien la sortie ici qui va passer à 1 au moment de l'impulsion, donc qui arrive avec un retard variable. Donc cette impulsion derrière, on voit, sert à commander la LED et le triac que je vous avais montré dans CP145. Donc grâce à ça, on voit bien que quand ici j'ai un 1, j'ai bien ici une impulsion qui est retardée de 0 à 10 millisecondes par rapport au 0. Alors quand je suis en mode graduateur, en fait à chaque alternance, grâce ici à l'impulsion 0, on voit bien que je remets à 0 cette bascule. Chaque alternance du secteur, la positive et la négative, en gros on redémarre le cycle. Et c'est ça qui fait le côté graduateur. Par contre, quand je suis en mode démarrage, c'est-à-dire que je veux, comme je vous l'ai montré, démarrer, mais derrière que je reste en route, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ici, je démarre l'impulsion de démarrage que sur un et, en fait, entre l'alternance positive et l'impulsion retardée ou négative. Donc c'est comme ça que je choisis laquelle je veux. Et surtout, je ne remets pas à 0 la bascule. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle... une fois qu'elle a démarré, la sortie reste toujours à 1, et elle restera à 1 jusqu'à temps à ce qu'ici j'arrête, c'est-à-dire comme le D ici retournera à 0, ici j'aurai 1, 0. Et pour finir, on voit ici que la synchro, ici via cet inverseur, on retrouve bien ici le signal de commande du triac. Je rappelle, sur ces bascules, on a deux sorties inversées, mais comme là ici je la réinverse, je peux piloter comme ça. Donc voilà, ça on voit que c'est le cœur du système. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment fonctionne le délai numérique, qui permet donc de choisir le retard de l'impulsion, donc sur une demi-période, soit 10 millisecondes, mais exprimé sur les roues codeuses en degrés, et donc de 0 à 180 degrés. Alors, comment faire cela? L'idée ici que j'ai retenue, quelque chose de très très classique, en gros, c'est de charger un compteur donc avec une valeur qui va de 0 à 180, et de le décrémenter à une vitesse qui correspond en fait sur les 10 millisecondes à une impulsion sur 180. En effet, si on calcule sur 10 millisecondes, si on a ici une fréquence de 18 kHz, on voit que ça fait bien 180 impulsions pendant ces 10 millisecondes. Donc là, je vais utiliser en gros des décompteurs, et début du cycle, c'est-à-dire ici le 0, on voit que grâce à ces entrées preset enable, je charge les compteurs à la valeur indiquée sur les roues codeuses, et à chaque impulsion d'horloge,
bah, il décompte, et à la fin, grâce à la sortie C-out ici de ce compteur-là, bah, j'ai une impulsion quand ça arrive à 0. Et voilà, c'est ça le principe. Alors bien sûr, il me fallait une fréquence la plus stable possible et précise de 18 kHz. Donc là, généralement, on va se baser sur un quartz, mais des quartz de 18 kHz, ça n'existe pas. Donc il a fallu que je trouve, je veux dire, une fréquence plus élevée en faisant des divisions. Donc si je suis parti sur 18 kHz et que je multiplie par 2, puis par 2, pour par 2, et ainsi de suite, je me suis aperçu qu'au bout de 10 fois, j'arrivais à la fréquence de 18 432 MHz, qu'une fréquence qui est relativement standard, et d'ailleurs, en cherchant dans mes tiroirs, j'ai trouvé un oscillateur tout fait de 18 432 MHz. Donc c'était parfait, hein. J'utilise ici ce circuit très connu 4060 hein, qui contient 14 bascules, et là j'en utilise que 10 pour avoir ici mon signal d'horloge. Alors pour info, si vous n'avez pas d'oscillateur tout fait, on peut très bien, si on a un quartz de cette fréquence-là, bah, utiliser, hein, je rappelle, les deux portes intégrées au 4060 ici, avec cette configuration pour en faire oscillateur. Alors, ici, j'ai utilisé des circuits très connus, qui sont vraiment très intéressants, qui sont les CD 4029. Alors, pareil, pour pas faire une vidéo trop longue, je vais pas trop m'étendre sur ces circuits, mais je pense qu'un jour, je ferai une vidéo qui leur seront dédiées. Le CD 4029, c'est un circuit intégré qui est très intéressant, dans la mesure où il intègre un compteur, décompteur 4 bits, c'est-à-dire, en fait, on peut le faire marcher en comptant 0, 1, 2, 3, 4, ou en décomptant 4, 3, 2, 1, 0. Et il peut aussi fonctionner, grâce à ça, soit en binaire, soit en décimal. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il compte jusqu'à 16 ou est-ce qu'il compte jusqu'à 10. Donc là, bien sûr, comme je suis en décimal, ben, j'ai choisi de l'utiliser en décimal, et là, je ne l'utilise qu'en décompteur. On peut aussi noter que toutes les entrées d'horloge de ces circuits ici sont reliées entre elles. Pourquoi? Parce que c'est des compteurs qui fonctionnent en mode synchrone et non pas chaîné. Hein, c'est pareil, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Pour ce genre de compteur, on peut utiliser du ripple clocking, hein, c'est-à-dire en gros c'est des bascules comme en série, ou faire ce qu'on appelle du parallel clocking, c'est-à-dire en fait toutes les bascules ont la même horloge, mais grâce à leur entrée JK, de les paramétrer pour savoir si elles basculent ou non. Bon, encore une fois, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais ici, voilà, on voit qu'on utilise du parallel clocking, et que j'utilise la sortie retenue, qui sert justement normalement à chaîner les compteurs, pour faire l'impulsion de sortie, vu que cette sortie passe ici à 0, quand mon compteur arrive à 0. Donc je rappelle, hein, je résume, donc au moment de l'impulsion à 0, je charge dans les compteurs la valeur qui est affichée dans les recodeuses, et derrière 18 kHz, donc en gros une impulsion par degré quelque part, je décompte, ce qui fait que bah, si j'étais chargé à 1 degré, bah, j'ai une impulsion au bout d'un coup, si j'étais chargé à 180, bah, j'en ai 180. Alors on voit qu'il n'y a rien qui empêche d'aller plus loin. Alors déjà, sur la partie la plus haute, je n'ai mis que la partie 1 de la recodeuse, c'est-à-dire que cette recodeuse-là, que je la mette sur 1, 3, 5, ça marchera pareil. J'aurais pu câbler ici tout, mais voilà, vouloir aller au-delà de 180, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Donc voilà pour ça. Alors vous avez peut-être noté ici que j'ai mis ici ce petit filtre. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai fait cette platine, je me suis aperçu que de temps en temps ici, il y avait ce qu'on appelle des glitches. Alors c'est quoi des glitches en logique? C'est pareil, hein, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. C'est des petites impulsions très courtes qui sont dues au fait que, bah voilà, avec les temps de propagation des portes, des fois tout le monde n'a pas le temps de se mettre, je veux dire, dans les états logiques stables en même temps, et il peut y avoir ce genre de petites impulsions. Donc là, comme j'ai vu que j'avais ces glitches, bah, j'ai mis ici ce réseau ici qui les annule totalement, et en même temps inverse le signal, vu qu'ici, comme on l'a vu, c'est une impulsion négative. Donc voilà comment fonctionne ici ce système numérique. Donc pour finir, bah, l'alimentation, hein. Donc là j'ai choisi une alimentation 5 volts. Alors c'est vrai que la famille logique 4000 peut s'alimenter de 3 à 15 volts, et généralement, enfin si on l'alimente en plus haute tension, ça a l'avantage souvent de la faire fonctionner avec une meilleure éjection au bruit et de façon plus rapide. Enfin voilà, ici déjà j'avais pas besoin d'aller très vite, et 5 volts me convenait, c'était aussi la tension que j'avais prévue pour l'autre, donc j'ai choisi ça. Et quelque chose de très classique, hein, donc sur les tiroirs TM500, on a ici cette tension de 11,5 volts, avec ici un petit filtrage, cette résistance-là pour abaisser un peu la tension, et là le régulateur, voilà, avec une LED de témoin, cette diode-là qui évite éventuellement de le polariser en inverse, enfin voilà, vraiment du très classique, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous, justement, vous utilisez, vous, un transfo,
à ce moment-là, avec le pont que je vous ai montré, de rajouter ici un condensateur de filtrage et vous aurez aussi l'alimentation 5 volts. Donc maintenant, voilà, je vous laisse aller sur le site si vous voulez voir un peu des photos de la réalisation. Voilà, là on voit la partie détection du zéro et alimentation. Donc moi, comme d'habitude, je fais pas pour des prototypes uniques comme ça, je préfère faire ça sur du protoboard. Donc voilà, là on la voit ici en place. Alors, on voit ici que grâce à ce système, voilà, si un jour j'ai besoin de changer le régulateur, c'est très simple. Là, on peut voir cette carte-là, donc qui est la carte, on voit ici l'horloge du retard digital. Là, pareil, fait avec de la protoboard et des connexions en fil émaillé. C'est du fil thermosoudable, comme ça permet de faire des connexions isolées, mais soudées. Et là, la carte principale. Alors, vous pouvez voir que sur les deux, j'ai utilisé ce qu'on appelle des barbus. Voilà, ici, qui m'ont été très gentiment donnés par un internaute. Et qui permettent, ça plus ici un plan de masse, d'avoir des alimentations très propres sur ces circuits. Et là donc ce circuit-là. Alors, pour la petite histoire, rapidement, en fait j'ai eu énormément de soucis sur cette carte-là, seul pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que pour des raisons personnelles, j'ai été très interrompu pour le faire. Et en fait quand on fait des circuits comme ça, si de temps en temps on s'arrête pendant 2-3 jours, on les reprend, souvent on sait plus trop où on en est, on fait des conneries et tout. Mais en même temps, alors je sais pas, je pense que c'était une sorte de malédiction, j'ai eu des erreurs de câblage, avec ces connecteurs-là, et ces cartes-là qui ont des trous métallisés, et ce qui est très chiant, en fait, de la board comme ça, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de trous métallisés. Ça pompe la soudure, et sur ces connecteurs-là, sur 2 connecteurs, la soudure est remontée et a été faire un court-circuit ici. Donc ça m'a bien posé des problèmes, j'ai redessoudé et tout. Et puis surtout, alors je sais pas pourquoi, j'ai eu 2 liaisons ici, où à l'œil nu, elles paraissaient très bonnes, mais à l'ommette, il y avait des valeurs pourries. J'ai carrément remplacé le fil, et puis ça s'est réglé. Et le dernier bug que j'ai eu, c'est que, je sais pas si on le voit bien, mais ici, la masse, l'émetteur ici, est relié à la masse par un petit bout de fil ici. Et ce fil, qui n'est pas isolé, on voit, il touche cette pastille, et cette pastille, comme il y a un trou métallisé, elle faisait court-circuit, en fait, avec cette liaison ici. Et, bien sûr, comme ça court-circuitait la base du transistor à la masse, ça marchait beaucoup moins bien. Enfin, moi, à la fin, et c'est l'avantage qu'on est le concepteur du circuit, on sait forcément bien comment il fonctionne, et c'est résolu. Sans problème. D'ailleurs, c'est pareil. Comme en même temps, j'ai fait ça des fois, j'étais assez malade et j'avais pas toute ma tête. Je me suis mis un 16 broches ici à la place d'un 14, donc quand je m'en suis aperçu, voilà, j'ai comblé ici avec un condensateur de découplage, mais voilà, c'est pas la meilleure carte que j'ai fait de ma vie. Donc là, on retrouve le système de synchro. Après, la face avant, donc Nico m'a imprimé très gentiment des faces avant TM500 vierges, en fait. Vu qu'il a une imprimante assez grande pour le faire, la mienne ne le permet pas. Et je réusine ensuite ces faces avant en fonction de mes besoins. Derrière, je vous ai déjà montré la technique que j'ai fait. Avec Front Designer, une plastifieuse, je fais ma face avant, voilà, je monte tous les composants. Là, j'ai déjà commencé à tester donc la partie justement zéro detect. Et à la fin, voilà, on voit le système complètement terminé, où tout est en place. Tout est câblé et voilà, j'ai fait le premier test et on a vu qu'il fonctionnait parfaitement. Donc voilà pour la présentation de CP0144. Bon, je suis désolé pour ma voix, comme certains d'entre vous le savent, j'ai chopé une sorte de crève Covid, je sais pas quoi. Ça va de mieux en mieux, mais j'ai encore des sacrées craintes de tout par moment et je suis pas au mieux de ma forme. Enfin bon, c'est pas grave, à la limite ça s'améliore, c'est ce qu'il faut voir. Enfin donc cet appareil que vous pouvez bien sûr vous fabriquer si vous voulez, sachant que c'est un appareil que, à ma connaissance, on trouve pas facilement en commerce. Alors, je suppose que ça existe, mais je dois dire personnellement j'en ai jamais vu. Alors que je pense que pouvoir mesurer comme ça les tensions, les courants qui peuvent arriver quand on met en route, je veux dire qu'on commute, c'est un petit peu au hasard de l'onde secteur, ça permet éventuellement de faire des mesures intéressantes, des courants maximum qu'on peut rencontrer, et ainsi de suite. Je ne manquerai pas dans de prochaines vidéos de regarder ça en détail. Bon, on arrive à la fin du mois, et donc, comme d'habitude,
je ferai un live samedi prochain. Alors je sais que je me prends un petit peu pas assez longtemps à l'avance, mais enfin voilà. Donc samedi 1er juillet à 21h pétante, sous le contrôle de l'ami Nico, je ferai un live. J'espère que j'aurai une meilleure voix que aujourd'hui. Tiens, ça va Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu m'as l'air bien énervé, hein. Je t'ai vu, là, t'arrêtes pas de testiculer. Non, j'ai bien dit testiculer, pas gesticuler. Testiculer, parce que tu t'agites, là, et tu glandes rien. Bon, voilà, c'est un nouveau mot. Là-dessus, que le grand triac vous fasse de belles commutations, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.